Bonjour, donc et bienvenue à ce WebTech SCS sur la cybersécurité, où nous allons traiter donc de la protection des données sensibles et des métriques automatiques. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux experts avec nous, Moabi et Secure. Vous savez que la cybersécurité est d'actualité. Aujourd'hui, protéger les données sensibles, empêcher les intrusions d'appareils connectés, les fuites de données, ou réaliser aussi des audits automatisés de la posture sécurité de certains logiciels est devenu fondamental. Donc, vous découvrirez au sein de ce WebTech comment mettre en place une gouvernance afin d'adopter les outils, les méthodologies innovantes d'amélioration continue pour sécuriser les systèmes. Et ce sera l'occasion de découvrir les technologies innovantes d'authentification forte et de cryptage de Secure, mais aussi la méthodologie de progrès continu proposée par Moabi. Alors, petit changement dans le planning que vous avez tous reçu. L'intervention de Secure se fera en anglais, puisque Alexandre, le speaker précédent, initialement prévu, qui s'appelait, alors je ne sais plus son nom, Alexandre Barral, ne fait plus partie de la société Secure. So we welcome and we are very pleased to welcome Alexandre Vasconcelos, directly from Brazil. So bom dia, Alexandre. And Alexandre will have a talk in English, but it's not a problem for us. Et Jean-Michel Brossard, nous accueillons aussi Jean-Michel Brossard, CEO de Moabi aujourd'hui pour ce WebTech. Bonjour Jean-Michel. Alors, petit rappel, vous pouvez vous poser vos questions comme d'habitude par écrit dans le module questions que vous devriez avoir sur votre menu GoToWebinar. Vos caméras sont off, bien sûr, les micros aussi. Et par contre, la session questions-réponses, on aura le plaisir d'avoir Alexandre, Jean-Michel et sans doute David, aussi le directeur innovation de Moabi, disponible pour répondre à toutes vos questions en live à la fin de cette session. Le replay sera disponible dans quelques jours. Donc, c'est Bac+6. Bon, j'utilise les anciens niveaux. Bac+6 pour devenir donc un expert en cybersécurité, mais des systèmes industriels complexes. Donc, on est vraiment, je dirais, sur cette particularité-là. C'est pour ça que le CEA est un intervenant important du master. Et voilà, on a un programme costaud, c'est sur 1 an. Là, cette année, on a accueilli une douzaine d'étudiants et à partir de fin avril, début mai, ils vont donc rechercher leur stage professionnel qui va durer 6 mois en entreprise. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Fabienne là, de me permettre de vous faire cette information, vous, entreprise peut-être intéressée par prendre des stagiaires qui sortiront de ce master spécialisé. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Céline. Peut-être que ça intéresse nos speakers. Oui, bien sûr. Ouais, super. On est toujours à la recherche de talents. Ah, très bien. Écoutez, a priori, on attaque notre 3e promotion et nos stagiaires ont effectivement presque tous trouvé un travail. Et ça fonctionne bien. Comme on est des petits groupes, ils deviennent plutôt costauds, je dirais, dans le sujet après cette formation. Super. N'hésitez pas à… Bon, je vais vous transmettre les coordonnées, Jean-Michel, de Céline, mais peut-être que vous les voyez parce que vous avez le profil tous les deux speakers. Hein. Donc voilà, vous pouvez être en contact. Mais sinon, n'hésitez pas à m'envoyer, si vous êtes intéressé, une demande. Hein, et puis, je vous enverrai les coordonnées de Céline pour que vous puissiez rentrer en contact avec différents stagiaires et la responsable de formation. Merci Céline, en tout cas, pour cette opportunité. Et n'hésite pas à revenir sur d'autres sujets dans les prochains webinars ou autres animations SCS. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup, Fabienne. Merci, bonne journée. Voilà, donc petit zoom à nouveau sur aujourd'hui, donc le web qu'on va commencer donc par Moabi, donc en français, hein, qui nous parlera de notion de progrès continu par la cybersécurité, qui partagera avec nous, et nous l'en remercions, son expertise sur les audits automatisés de sécurité, et pour apporter sa crédibilité, qui nous fera un témoignage concret d'un client, Thales, hein, comment donc Thales a bénéficié de l'expertise de la méthodologie innovante d'audit automatisé de sécurité. On verra ça avec Jean-Michel Brossard. Et puis ensuite, we will switch to English with Alexandre Vasconcelos with Secure, who will share with us his expertise on cybersecurity for connected objects. And he will share also with us a customer witness in order to
to discuss about concrete use case. And then we will switch to the question and answer session. Et vous pourrez poser vos questions en français or in English as you want, according to who will answer the question. So, donc nous avons avec nous, je vous disais, Alexandre Vasconcelos, Jean-Michel Brossard, David Dossin, directeur innovation de Moabi, plus tard dans la session questions-réponses, et nous avons eu Céline Auger, responsable de la formation continue de Centrale Marseille. Voilà, petit zoom sur les prochains événements, mais je vais d'abord donner la présentation, le mode présentateur à Jean-Michel pour qu'il commence son partage de notions de progrès continu sur la cybersécurité des systèmes industriels. Est-ce que, Jean-Michel? Alors, bonjour à tous. Merci de l'opportunité que nous offre SCS et sous la conduite efficace de Fabienne. Donc, je vais vous parler de sécurité produit et de progrès continu. Progrès continu dans le Secure Software Development Lifecycle, et on verra en fait comment Moabi peut contribuer de façon efficace à rendre nos projets et nos applications beaucoup plus robustes. Alors, en un mot, Moabi, nous sommes spécialisés en fait dans la sécurité produit, c'est-à-dire sécurité de logiciels. Alors, pour introduire Moabi, je vais faire un bref rapide sur des attaques de supply chain. Alors, pourquoi parler des attaques de supply chain? C'est qu'on s'aperçoit que ces dernières années, les attaques qui ont eu lieu n'ont pas eu lieu directement chez les clients, mais sont passées en fait par des fournisseurs d'applications. SolarWinds en est un excellent exemple en 2020. Et en fait, les attaquants se sont tranquillement installés chez SolarWinds et après, grâce à l'attaque qu'ils avaient faite chez SolarWinds, ils ont pu en fait infester plus de 15 000 clients de SolarWinds. Donc, ils n'attaquent pas en direct les clients, en fait, ils attaquent par des fournisseurs de solutions. Donc, ça, c'était en 2020. Les principales victimes, vous voyez, c'est le département de la haie. Il a perdu 10 000 véhicules parce qu'il était obligé d'arrêter la production pendant un moment donné. Alors, concernant ces attaques, quelles conclusions on peut tirer, ou quelles conclusions je vous invite à méditer, c'est quelle est l'efficacité des systèmes de détection et de prévention contre les intrusions. On s'aperçoit que les plus hautes instances américaines ont été attaquées, les instances européennes sont attaquées, des grands constructeurs, des grands acteurs de l'industrie sont attaqués. Donc, en fait, les mécanismes actuels qu'on utilise pour se protéger sur la détection et la prévention des intrusions sont en fait inefficaces. Alors, c'est un constat qui est un peu sévère, mais qui s'impose à nous. Alors, il est intéressant de noter que nos amis anglais, qui réfléchissent aussi beaucoup sur la question, en particulier le National Cyber Security Center, a cette année rajouté un paragraphe spécifique sur la supply chain security, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, c'était pas quelque chose sur lesquels tous les organismes se penchaient avec toute l'acuité nécessaire. Maintenant, des institutions comme le National Cyber Security Center dit attention à votre supply chain, attention à vos fournisseurs. Et donc, ce qui est important de considérer dans la cybersécurité, c'est qu'il ne faut pas considérer vos fournisseurs simplement comme des fournisseurs, mais il faut les considérer aussi comme des acteurs de la plus-value de la chaîne de valeur de votre entreprise. Donc, ça change en fait complètement le regard que l'on peut avoir vis-à-vis de nos suppliers. Alors, quand je parle de suppliers, pour donner quelques idées, dans l'industrie automobile, 70% du code qu'il y a sur un véhicule est fourni par des suppliers. Donc, ce n'est pas le constructeur lui-même qui va développer tout le firmware de son véhicule, il fait appel à plusieurs suppliers. Et vous avez des suppliers de rang 1, de rang 2, de rang 3, de rang 4. Il y a eu une attaque il y a 2 ou 3 ans chez Airbus, et en fait, c'est un supplier de rang 4 qui s'était fait infester. Donc, la qualité de ce que vous livrent vos fournisseurs est vraiment d'ordre.
J'ai un petit problème. Alors, quelle est la solution? En fait, c'est de prendre en compte le développement de la sécurité dès l'origine du projet sur lequel vous allez travailler, sur lequel nous allons travailler. Donc, c'est ce qu'on appelle le Secure Software Development Life Cycle. Donc, ça, c'est en fait un outil qui a été développé par Microsoft. Quand Microsoft a développé XP, ils ont été débordés par un nombre d'attaques impressionnant. Ils se sont dit, il faut qu'on change fondamentalement notre approche de la sécurité. Et il faut qu'on intègre la sécurité dès l'origine du projet. Donc, l'intérêt du développement du Secure Software Development Lifecycle, du SSDLC, c'est en fait que vous n'avez jamais terminé, si je puis dire, votre travail, puisque vous initiez la notion de progrès continu. C'est-à-dire que vous ne faites plus des cycles en V, mais vous faites du requirements, vous faites du design, vous faites l'implantation, la vérification, la release, et lorsque vous avez fait une itération, eh bien, vous recommencez le cycle. C'est-à-dire que de façon, je dirais, continue, vous vous posez la question, en fait, comment améliorer mon produit? Et dans l'amélioration du produit, il y a naturellement l'intégration de la problématique de sécurité. Alors, je vous parle de Microsoft parce que c'est lui qui a été à l'origine de cette petite révolution, si je puis dire, dans la façon d'aborder le développement des logiciels. Mais vous voyez que tous les grands acteurs aujourd'hui se sont convertis à cette nouvelle façon d'aborder la sécurité. Et donc SAP, vous avez ici, alors suivant les entreprises, la représentation est plus ou moins jolie, mais SAP, vous retrouvez exactement le même cycle. Vous le retrouvez chez Salesforce. Alors Salesforce est le concurrent de SAP vis-à-vis de l'Amérique du Nord. Vous le retrouvez chez Apple, qui a exactement aussi le même cycle de développement. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que lorsque vous travaillez avec des suppliers, avec des fournisseurs, généralement, ils sont très prudents pour vous donner le code source de ce qu'ils vous livrent. Et donc, la question à laquelle on est confronté en tant qu'industriel, c'est de se dire, mais comment je peux renforcer mon développement produit dans mon SSDLC si je n'ai pas le code source? Et c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'en fait, les difficultés principales auxquelles vous êtes confrontés, c'est que vous n'avez pas accès au code source. D'une façon générale, ce que l'on constate, c'est qu'il y a le phénomène du big code, c'est-à-dire que la quantité de logiciels qui nous entourent dans notre vie quotidienne est exponentielle. Donc, les autodiagnostics des fournisseurs sont fatalement biaisés, puisqu'ils vont pas vous avouer qu'ils ont des biais ou des faiblesses dans ce qu'ils vous livrent. Et vous n'avez pas de visibilité sur les processus internes des fournisseurs. Et puis, je dirais, pour clôturer une vision très optimiste, il y a un manque de compétences évident sur ces sujets. L'ANSSI estime qu'il y a environ 100 000 emplois qui ne sont pas pourvus en France, et les États-Unis, l'équivalent de l'ANSSI qui est le CISA, estime qu'il y en a 350 000 aux États-Unis. Donc, en fait, on est dans une situation qui est assez difficile. Mais il y a possibilité de s'en sortir. Alors, la solution, en fait, nous apportons, grâce à Moabi, une partie de la solution. Et la Customer Value Proposition de Moabi, en fait, c'est de faire des diagnostics automatiques par reverse engineering. Alors, l'automatisation va nous permettre, naturellement, d'adresser de façon très efficace le problème de manque de compétences. Alors, on aura besoin d'autres niveaux de compétences pour pouvoir faire du reverse engineering, mais on va pouvoir, de façon automatique, adresser un certain nombre de sujets. Le deuxième point très important que vous offre Moabi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de sécurité,
vous n'avez aucun indicateur qui vous permet de savoir quel est le niveau, la posture sécurité des outils que vous utilisez. Si je vous posais la question, avez-vous une idée de la posture sécurité de l'ensemble des outils que vous utilisez de façon quotidienne, vous seriez ennuyé parce qu'il n'y a pas de métrique. Moabi vous propose justement de mettre en place des métriques qui sont basées sur les meilleures pratiques de l'industrie. On reviendra sur ce sujet-là, je vous expliquerai comment. Et ce qui est important, c'est que si on veut faire du progrès continu, il faut qu'on puisse mesurer s'il y a progrès ou pas. Donc, donc l'intérêt d'avoir des métriques, c'est que vous pouvez mesurer ces progrès. Et l'intérêt des KPI, c'est que vous pouvez aussi y adjoindre des objectifs. Donc, vous pouvez mesurer le progrès qui est fait et vous pouvez voir si les objectifs que vous vous êtes donnés ou que vous donnez à vos fournisseurs sont atteints ou pas. Deuxième point important, nous ne travaillons pas avec le code source, nous travaillons avec du code compilé, c'est-à-dire c'est ce qui tourne réellement sur la machine. Et notre expertise et notre constat nous montrent qu'en fait, entre le code source et le code compilé, il y a aussi beaucoup de sources de vulnérabilité et d'attaques potentielles, en particulier sur la façon dont le binaire a été compilé. Alors ça ouvre de nouveaux horizons, dans le sens, vous n'êtes plus obligé de faire l'analyse par échantillonnage et vous confiez ça à un pentester, c'est que vous pouvez faire l'analyse de l'ensemble du software, puisqu'en fait, vous avez du KPI et vous n'avez pas besoin du code source. Et l'autre point essentiel de Moabi, c'est son efficience, dans le sens où aujourd'hui, un pentester, au mieux de sa forme, il fait un binaire par jour quand il fait du reverse engineering, alors que Moabi est capable d'analyser 10 000 binaires en 4 heures. Donc, vous ne vous posez plus la question lorsque vous avez un logiciel à analyser, quelle est la partie que je vais aller pentester. Vous faites passer l'intégralité du logiciel à l'intérieur de l'analyseur de Moabi et vous avez une réponse sur l'ensemble du logiciel. Ce qui change complètement votre approche en termes de recherche de sécurité. Alors naturellement, il y a un impact sur la réduction des coûts, dans le sens où chaque analyse que l'on fait est complétée par un rapport de remédiation, c'est-à-dire que vous, sur l'ensemble du logiciel, on vous identifie l'ensemble des faiblesses qu'il y a sur le logiciel, on vous indique où sont les faiblesses et on vous indique quel est le plan de remédiation qu'on vous propose. Et ce plan de remédiation, il est basé en fait sur les meilleures pratiques mondiales de la profession. Ensuite, vous avez certainement dans vos équipes des spécialistes du pentest et des spécialistes de la cybersécurité. Eh bien, au lieu de les occuper à aller chercher de façon tout à fait aveugle ce qui se passe en termes de sécurité dans votre logiciel, là, vous allez les utiliser de façon beaucoup plus efficace, les ressources que vous avez, dans le sens où on va vous indiquer de façon automatique quels sont les binaires qui sont à risque et sur lesquels il faut que vous portiez votre attention. Alors, il y a le rapport de remédiation qui peut vous aider, mais vous pouvez aussi mobiliser vos équipes internes pour voir dans le rapport de remédiation quelles sont les priorités à adresser, etc. Donc, vous avez une bien meilleure utilisation de vos pentesters et vous n'allez pas simplement vous focaliser à la chasse des vulnérabilités, qui à nos yeux, n'est pas la bonne approche en termes de cybersécurité. Et puis, si on fait le rapport du coût d'un pentester par rapport au coût de Moabi, il y a un rapport en gros de 1 à 1000, puisque en fait, un pentester, comme je vous disais, il fait un binaire par jour, nous on en fait 10 000 en 4 heures. Donc vous voyez tout de suite que l'efficience n'est pas du tout la même. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il faut se séparer des pentesters, on est en train de dire qu'on peut enrichir le travail des pentesters, puisque nous, on fait déjà tout le travail basique, je dirais, de recherche de vulnérabilité. Et vous utilisez vos équipes de cybersécurité de façon beaucoup plus efficiente, puisque vous cherchez non plus à identifier où sont les vulnérabilités, mais vous allez vous servir de Moabi pour justement mettre en place vos plans de remédiation. Donc, vos équipes seront beaucoup plus efficaces vis-à-vis de votre problématique de sécurité. Et l'autre point très avantageux de notre système Moabi, c'est qu'il y a une grande simplicité d'utilisation
Et l'expérience que nous avons avec tous nos clients, c'est qu'en 1 heure, une équipe, elle est opérationnelle pour pouvoir utiliser Moabi. Alors, je vous parlais de métriques. En fait, nous avons identifié 7 métriques pour pouvoir caractériser correctement la posture sécurité d'un binaire. Alors, il y a des métriques qui sont évidentes et que nous ne sommes pas les seuls à travailler. Est-ce qu'il y a des malwares ou non à l'intérieur de votre logiciel? Quelles sont les vulnérabilités connues qui existent? Donc ça, on n'est pas les seuls à faire ça sur le marché. Par contre, là où on commence à enrichir de façon sérieusement l'approche de la sécurité, c'est sur les aspects de hardening et de legacy. Comme on travaille sur le code compilé, on peut regarder comment a été compilé votre logiciel, quelle est la date du compilateur, est-ce que toutes les fonctions de remédiation, de défense en profondeur ont bien été activées, etc. Et le constat que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est que là, c'est de la sécurité qui coûte pas cher, mais qui est très, très, très efficace. On s'aperçoit que souvent, les fournisseurs utilisent des compilateurs qui ont plus de 10 ans, qui n'ont pas les dernières fonctionnalités pour se mettre à l'abri de certaines vulnérabilités. Et là, franchement, demander à vos fournisseurs qui changent de compilateur, c'est pas demander des investissements de millions d'euros. Hein. Et ça, c'est très, très efficace. Ensuite, on regarde si à l'intérieur de votre code, il y a des algorithmes de chiffrement. Et on s'assure que les algorithmes de chiffrement que vous utilisez sont bien de dernière génération et qu'ils n'ont pas été déjà cassés. Ensuite, on s'intéresse à la façon dont a été codé l'ensemble du logiciel et en particulier, on s'intéresse à identifier toutes les fonctions dépréciées qui ont été déjà dépréciées et qui doivent être à la demande des fournisseurs de code qui devraient être remplacés. Et là aussi, on s'aperçoit que c'est franchement de la sécurité simple à faire. Ne plus utiliser des fonctions dépréciées et à chaque fois qu'on fait des audits, on s'aperçoit qu'il y a des fonctions dépréciées. Okay. Et puis, la dernière originalité de notre outil, c'est en fait de la détection automatique de 0D, c'est-à-dire de vulnérabilités non connues, avec un moteur d'exécution symbolique. Donc là, c'est un travail très technique, mais qui vous permet d'identifier en fait des vulnérabilités non connues dans votre propre code. Okay. Alors après, vous pouvez prendre la décision c'est dangereux ou c'est pas dangereux vis-à-vis de votre activité, mais vous avez une vision globale sur ces vulnérabilités non connues. Donc, l'ensemble sur ces 7 critères, on est capable, lorsque l'on fait tourner notre algorithme, on est capable de vous donner une note. C'est-à-dire que vous avez une note qui vous est attribuée sur chacun des critères et vous avez une note globale qui vous est attribuée sur chaque binaire et chaque logiciel. L'intérêt, c'est que sur chacune de ces métriques, vous pouvez mettre des objectifs. Et vous pouvez, par exemple, décider de votre politique sécurité par l'intermédiaire de ces 7 critères et vous pouvez faire passer le logiciel à travers l'analyseur Moabi et vous savez si ça répond ou pas à votre politique sécurité. Et on peut aller jusqu'à bloquer la mise en production si vous décidez que en fait Moabi devient votre référent en termes de politique sécurité pour la mise en production de vos logiciels. Alors pour les intégrateurs qui ont beaucoup de logiciels qui viennent de suppliers, vous pouvez aussi avec vos suppliers déterminer quelle est votre politique sécurité que vous souhaitez développer avec eux et vous pouvez mettre en place un plan de progrès continu avec votre supplier. Alors, notre recommandation, c'est de pas d'attaquer tout d'un seul coup parce que vous allez épuiser tout le monde. C'est d'identifier en fait qu'est-ce qui est prioritaire en termes de sécurité par rapport
à votre produit et par rapport à vos clients. Okay, donc là, ça demande aussi un accompagnement naturellement sur la mise en place. Alors, par exemple, si on regarde sur un cycle de SSDLC, on peut intervenir et on intervient sur la sélection des composants et des audits de sécurité, je dirais, avant même le développement. C'est-à-dire que là, par exemple, vous pouvez avoir différents fournisseurs qui peuvent vous proposer, qui peuvent répondre à votre cahier des charges. Vous pouvez leur demander qu'ils vous donnent déjà leur outil qui fonctionne et vous pouvez regarder comment répond l'outil que vous souhaitez acheter, que vous souhaitez intégrer dans votre panoplie de logiciels, comment ça répond. On a aidé certains grands constructeurs à regarder cet aspect-là et c'est très très intéressant parce qu'on s'aperçoit que le même fournisseur peut donner des qualités différentes d'outils suivant ses clients. Donc, ça peut aider beaucoup les services d'achat à ce stade-là de sélectionner en fait les bons acteurs. Et puis, naturellement, on intervient au niveau des livrables sécurité, des audits et des tests avant la mise en production. Okay. Alors, notre outil peut être intégré de façon très automatique dans les chaînes de développement SI/CD. Donc ici, vous avez un certain nombre de logiciels avec lesquels on s'intègre sans aucune difficulté. Et on commence à travailler avec certains de nos clients pour que justement dans leurs équipes de développement, Moabi fasse partie des outils de contrôle, si je puis dire, de la posture de sécurité et ils peuvent les intégrer directement dans leur chaîne de développement. Alors, tous nos clients ne sont pas confrontés au même problème de confidentialité des données. Donc ça, c'était une question qu'on a eu à traiter. Alors, la façon dont on l'a traité est la suivante, c'est qu'en fait, à l'origine, notre offre est sur le cloud public. Et quand on parle de cloud public, il y a déjà deux acteurs qui peuvent se détacher. Il y a AWS et OVH. On peut avoir une offre complètement souveraine sur OVH. Donc ça, c'est opérationnel. Pour des clients qui sont moins sensibles, ça peut être une partie chez OVH, une partie chez AWS. Pour des clients qui commencent à être un peu plus sensibilisés ou qui ont plus de sensibilité sur leurs données, ce que l'on peut faire, et ce qui tourne chez certains de nos clients, en fait, c'est d'avoir un hardware dédié chez OVH, single tenant. Donc, en fait, il y a l'ensemble de l'outil est sur OVH, mais sur une seule machine où seul le client peut avoir accès. Ensuite, dans la graduation, on peut installer carrément OVH sur le cloud privé d'un client. Alors aujourd'hui, on a un bel exemple qui est Thales. Moabi est installé directement sur le cloud privé de Thales. Et les ingénieurs et les techniciens de Thales ont accès en direct à Moabi directement depuis leur poste de travail. Lorsque les données deviennent encore un peu plus sensibles, et là qu'on commence à toucher les problèmes de défense, on a aussi l'option d'installer directement une machine dans le data center de notre client. Avec deux options possibles. Cette machine peut être connectée à l'extérieur, en particulier pour la mise à jour automatique du fichier des CVE et les mises à jour de Moabi. Ou alors, quand c'est encore plus confidentiel, et ça nous est arrivé, c'est d'installer une machine qui est complètement isolée du monde extérieur et toutes les mises à jour se font par clé USB. Et on a des clients qui utilisent chacune de ces options. Okay, donc, toutes ces options ont un caractère industriel et elles tournent chez des clients. Alors, les architectures, bon, je vais passer assez vite, mais aujourd'hui, on soutient pratiquement tous les types d'OS, de CPU, les langages
On commence à faire du langage interprété avec Java. Dans les CPU, il y a un projet intéressant sur lequel on travaille, qui est en fait l'intégration complète de RISC-V, qui est en fait un langage qui est utilisé aussi pour, dans le cas du open hardware, donc ça c'est un langage tout à fait récent. Donc aujourd'hui, on n'a jamais été mis en difficulté par un client sur le fait qu'on ne savait pas lui soutenir soit son OS, soit ses CPU, soit son langage, etc. Ok. À titre d'exemple, on vient d'avoir un contrat pour sécuriser toutes les applications qui sont sur un App Store chez un très grand constructeur automobile. Okay. Donc, on sait faire aussi du petit sur les App Store. On sait s'interpréter par la REST API. Après, on sait se connecter pratiquement avec tous vos langages. Donc là, il n'y a pas de restriction. Et si jamais il y avait un langage qui n'était pas soutenu, on se ferait un plaisir de le développer. Donc ça, c'est pas un problème. Vous allez dire que je vous ai fait une présentation tout à fait optimiste de Moabi. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'en pensent les clients. Alors, j'ai pris un grand client qui s'appelle Thales. Alors, c'est une des business units de Thales, puisqu'on travaille avec toutes les business units de Thales. Elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Ceux qui travaillent sur la défense sont peut-être moins ouverts que d'autres à nous donner leur degré de satisfaction. Là, le retour que l'on a, en fait, c'est après 1 an d'utilisation d'une solution appliance connectée. Les utilisateurs sont répartis sur l'ensemble du monde. Donc, il y en a beaucoup en Asie, il y en a en Europe et aux États-Unis. Voilà le retour sur global de leur vision de Moabi. Donc, en fait, il y a 87% de personnes qui sont satisfaites et très satisfaites. Il y a 13% qui sont neutres et il y en a 0 qui sont non satisfaits. Alors, si on s'intéresse un peu plus à l'analyse en fait du résultat, je vous avais dit qu'une des caractéristiques, c'était sa facilité d'utilisation, donc c'est confirmé. Hein. Utiliser les métriques et les KPI, vous voyez que ça, c'est un point extrêmement positif aussi. Un point que je ne vous ai pas développé, c'est la bill of material. Lorsqu'on fait le reverse engineering de l'ensemble du logiciel, on vous fournit aussi la liste de l'ensemble des composants du logiciel en termes de binaire, que ce soit bibliothèque open source incluse. Donc, vous avez une liste absolument exhaustive de tous les binaires qui constituent votre logiciel. Et grâce à ça, lorsqu'il y a de nouvelles CVE qui apparaissent, on vous alerte en automatique pour vous dire attention, il y a de nouvelles CVE qui impactent tel binaire dans votre logiciel. Donc, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de faire la chasse aux CVE, on l'a fait automatiquement pour vous. Bon, ça c'est une fonction qu'on a rajoutée en cours d'année, donc vous voyez qu'il y a une zone d'incertitude, c'est qu'il faut en fait que les personnes arrivent à comprendre comment intégrer cette bill of material dans leur travail quotidien. La vitesse d'analyse, bon, elle est confirmée, la scalabilité, elle est confirmée, les risques analysis, vous voyez que là il y a une aide absolument importante. Le focus sur les binaires avec des faiblesses, c'est là où on voit, vous voyez qu'il y a un intérêt qui est manifeste, mais vous voyez qu'il y a encore des zones sur lesquelles on peut progresser. Et c'est là où il y a tout un travail où il faut qu'on a un travail de management à faire et je dirais, de progrès continu pour que les équipes en particulier de pentest comprennent bien comment elles peuvent utiliser l'outil et comment ça peut leur faciliter la vie. Et vous voyez que pour suivre les évolutions des logiciels, ouais, un point très important, c'est que vous avez une version A, demain vous recevez une version B, on vous l'analyse très très rapidement et on est capable de vous donner
quels sont les points positifs ou les points négatifs par rapport à la version antérieure. Et vous voyez que ça, c'est un point extrêmement positif dans l'analyse du retour que l'on a de nos clients. Voilà, donc je vous ai, je pense, tout dit sur Moabi, sur son application, sur comment on peut utiliser Moabi dans le software, dans le Secure Software Development Lifecycle. Donc, en fait, on s'intègre vraiment dans des problématiques et des process nouveaux de développement de produits. Et je dirais, le mot de conclusion pour nous, la sécurité produit, c'est pas d'empiler des outils. La sécurité produit, en fait, c'est un process. Et si vous voulez faire progresser un process, il faut être capable de le mesurer et de mesurer ses progrès. Et donc, c'est là où Moabi prend toute son importance. On est convaincu qu'en fait, pour pouvoir progresser sur la sécurité produit, en fait, c'est un process de tous les jours. Et il faut être capable de mesurer nos progrès. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. J'étais peut-être un petit peu plus long que prévu. Merci. Mais c'était très... Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. C'était très intéressant. N'hésitez pas à poser vos questions à Moabi, hein, donc sur sa notion de progrès continu et voilà sa méthodologie et ses outils basés sur les 7 métriques représentatives des meilleures pratiques de l'industrie. C'est très intéressant aussi de partager la survey, enfin l'étude de satisfaction que vous avez fait en interne, notamment chez Thales, avec pour voir les différents axes de progression aussi de vos outils de meilleures pratiques sur la d'audit de la cybersécurité. So let's switch now to English with Secure, with Alexandre Vasconcelos. Are you still with us? Yes, I'm here. Okay, here. thank you. So I just inform the participants that it is 5 o'clock in the morning in Brazil. So thanks for being with us. It's very, very early. I hope you are woken up and it was not too tough this morning. So Secure will share with us their expertise with strong authentication solutions, encryption and not repudiation. So they can, with their tools, protect sensitive data, preventing connected devices intrusion and data leaks. So thanks to be with us, and you have 15 minutes, and then we will switch to the questions and answer sessions with Jean-Michel and Alexandre and probably David. So it's up to you, and thanks again for being with us. Okay, thank you. First of all, nice to be here with you all. This is a good opportunity to talk about cybersecurity, and we have this need of talking about and creating more awareness. That's why we created this presentation here and the Secure Design Lab. That's what I'm talking about today. Since there's a lot of talk about, we'll just get some information to share with you, but please feel free to ask me, not only here, but after the presentation. I'll be available for questions and connections as well. Secure Design Lab it's a great pleasure to talk about it. Let's give a brief introduction. What is the Secure Design Lab? It's a collaboration network between research entities, governments, companies, individuals, and we saw a gap between those companies and those organizations that has the need to talk more about cybersecurity. And we were sharing, exchanging information, and I'm part of Secure, and as a director, not only for pre-sales in Secure and post-sales in Secure, I'm also head of Secure Design Lab for Latin America, and we have all this discussion with many institutions, and we also are members at INRAD Institute, which is from the Université of Côte d'Azur in the south of France, and we are discussing, well, why not creating a lab to discuss this and filling those gaps about cybersecurity. And we did it, and together with INRAD and Secure, we create the Secure Design Lab. So there's a web link here. There's a lot of information that you can
access the site, but we are thinking about what we can deliver to the community, what we can do to increase and create more cybersecurity awareness. So we thought about creating the first deliverable of many that we are thinking about every day to create cybersecurity assessments. Why is that? Because there's a lot of cybersecurity recommendations, best practices, and those are extensive documentation, and only cybersecurity professionals get their hands on it, and they see and they study and try to implement something based on it. So we are thinking about how to make it simple. So we are studying based on what references. First of all, ANSSI, the French Agency for Cybersecurity, the guides from French cybersecurity government, ATSI, this is a European standard institute, and also the NSIT, North American Institute of Standards. So we are studying all those documents from this reference and try to get some information to, okay, we have those documents, let's try to translate this document in something simple and something that not only cybersecurity professionals, but executives, analysts, and people that, okay, I would like to see my cybersecurity situation right now, my equipment, my company. So we started thinking about and creating assessments for it. That's why what we publish, and we created the cybersecurity score. So what is the cyber score? Is the way to make it simple. First, some context information. The cyber score must be simplified for comprehension. Nobody wants to see something very complex. People want to take a look, the first look, okay, I understand this. It answers basically two simple questions, and this is based on discussions made on the French government. How safe is this app I'm working and I'm using right now? Is my data safe as I use it? So it must just answer those questions, but we would like to go further. So we have to check the security level of these applications. For example, video conferencing apps, tools like and platforms like search engines, marketplace, social networks, etc. So we must understand how safe are those tools that we use in the everyday work, no matter we are remote, no matter we are in the office, but mostly now with the context after the pandemic, many of us, like I'm doing right now, I'm not in the office, I'm at home. So I presume that you all are at work right now. A few of us are in the office. So we must make sure that those tools that we are using are safe. So the French government was thinking about it and proposing a regulation and a law to make it simple. So people, okay, I'm using this application. How safe it is? Can I share sensitive information through this channel? So these are the view that people just want to see, something very simple based on colors and numbers. You take a look, okay, I understand this. My level is between A and E, and I can see if it's good or if it's bad. So I will explore more on this so you can see how it is done. So the cybersecurity, the cyber score and its benefits. So it must, as I said, it simplify indicators like the nutrition scale, the energetic efficiencies, and many more that have for other purposes in the world. Security levels and practical actions for improvement. So that's what we are thinking about to move further to as the people get the information about these tools. Okay, I see that my cybersecurity information, my score is not so good. What can I do to improve it?
So we created a methodology to go beyond the data localization. I mean, where it's hosted. It must be simple, it must be online, it must classify critical, important, and desirable controls to implement. This is very important. We created this to classify what is critical, what is important, and what is desirable. Also, we created a methodology to check the implementation difficulty. So this control is hard to implement. It has a high implementation difficulty, or it's medium, or it's easy to implement. So we put this both things together to create a final report. And this report we represent answers and analysis to check the compliance and to provide some diagnosis to our partners and whoever wants to check their cybersecurity score at the moment. And this is the most impacting information so far. This is free, so anyone can go there in the website and ask for a cyber score evaluation. So it's good for what? Good for manufacturers who make equipments, for example, for solution providers and integrators, telecom carriers, companies, governments, and whoever wants to check their cyber score and their cybersecurity status right now, in that moment, like a snapshot at that moment. I must say that, okay, this is very, it's not easy to take this picture, since many companies there's a lot of information, a lot of systems, and each one has its own context. But we try to get the whole picture, and we do an analysis after we collect all the information from the assessment, the questions, and we get the answers, and we do some analytics. We analyze the answers to get more closer to the result, and to present something that makes sense. That's why we do not only get the answers, we create a report automatically, and we just send the report. It's not like that. We present the report to the person that applied, so we can have an understanding to do a lot of checking. So this one that you answered, it makes sense. It's that what you wanted to say. So we present in this fashion, and then we get a lot of good results, and people like what we present. So this is the basic general view about the methodology. But I would like to show you a real report that we did with with a real company, so you can see the report, how it works. So the first, the one of the reports that we created is based on connected devices. So this is the simple introduction. Here we say what we are based on. Here we base this report on EANSI recommendation regarding security for systems for connected objects. So it's available. This document it's a set of recommendations. It's a very interesting because it is a full document that had a lot of recommendations and many good information. That is the best practice documents, so anyone can see what we took as a reference. We get as a reference institutions and reports that are recognizable and trusted by the market. We do not just get things out of our heads and implement the assessment. We get this information. It's supposed to be trustable for trustable and known institutes. So this is the process, how it works. The process is first, the applicant must complete the questionnaire by the proponent. The second step is generate a vulnerability report. We have a platform that does this automatically. It collects the answers and then it classifies, and we mark the ones that is compliant or non-compliant, and we give a score to each of them.
And after that, we generate this improvement recommendations report that I'm showing you right now. And lastly, as an option, we have the option to prove the concept in our laboratory. We have 2 laboratories, physical laboratories. One is at the INRAD Institute in Nice, south of France. So I invite you all to go there to meet us and to know the laboratory. It's in the INRAD Institute. And also we have one here in Brazil, in a university called Inatel. It's a university specialized in telecommunications and information technology. So going on with the process, specifically for this report, we have the controls. What are the controls? The controls are what we describe as something that is critical, something that is important, and something that is desirable. Right? And for example, let me give you an example. We in the assessment we ask about, do you have which kind of authentication? Login and password, login and password with 2-factor authentication, or passwordless authentication. So if you answer that, okay, I just have the login and password. So it's a non-compliance. Why is non-compliance? Because it's unsafe. Having login and password is not safe. It's a source of many cybersecurity issues. So we classify it as critical, and you must do something to change it. Okay, so this is a critical non-compliance. I will show you so you can see how we do this classification. And we have in this report specifically, this assessment specifically, we do have 10 controls that are critical, 5 that are important, and 2 that are desirable to be implemented. This is the score. And we have, in this situation, 0 non-scoring. What are the non-scoring ones? Oh, just something that is more informational. Say where you are based on, the number of employees and things like that, that does not affect directly the cyber security score, okay? This is the level of controls. Now the technical scope. Based on that document from ANSSI, what we took to generate the assessment. Here are all the information that we based on to create the assessment and create the questions. So it's handling. We divided it in chapters. So software development and architecture practice, encryption, software security, hardware, network, and even life cycle and support. Because all those things, at the end of the day, it affects the cybersecurity. So all the information we took from the ANSSI best practice documents are based on this. And specifically for this report, the person that applied got a very high score in this situation, 84%. It's not common. So it did apply. It's, I can tell you this company that makes surveillance cameras, and they have for this equipment, this connected device specifically, a very good level of controls. So they are classified here in the letter A. So it's a very few things to do. But even so, we have something that they can improve here. And what they can improve, they have 5 critical controls that they can look for, 5 important and 5 desirable. There's 15 controls that they can work on. There's a lot. So here are the level of complexity to do those implementations. Here they have 15 to work on, and between those 15, 5 critical, 5 important, 5 desirable. And how hard and how difficult it is to change this, to implement this. So between those 15, 5 are high, that's very difficult to implement, 7 are medium, and 3 are easy to implement to change the status. Okay,
But there's something important. This is the general view, but in the lab we do test some technologies, and we have some technologies that we tested, and based on our experience and based on the technology that we tested, we can advise the person that applied to in this scope for this 9 controls. Remember, there are 15 controls overall that they can improve, but here in the cybersecurity lab, design lab, we have the experience and the expertise to advise them only in 9 controls. It's not only, but it's a lot. But we can do the okay, you can do this in 3 high and 3 medium and 3 lows. This is the technology that we tested in the cybersecurity lab, design lab. So here, as they are in the very good score, there's nothing to do. There's a few to do to change their status. They are on 84%, their score here, but to change the status to 100%, of course, they need to implement all the controls. And based on the technology that we tested, we can advise them to reach tops 94%. But we advise people, usually we get cybersecurity evaluation that are on the letter C or even on the letter D. And then when we have the situation, letter C or letter D, we advise the people to, okay, you must first implement the low complexity controls to leverage your level to get higher, and then the medium complexity, and then the high complexity. And for example, as the example I just mentioned about the password, it's not so difficult to implement different authentication methods, or even to implement second factor authentication, which does not solve the problem for cybersecurity authentication, but it improves. But you can do this just changes in your system, on your equipment, on your connected device to make the cybersecurity better. And we are not here saying which kind of product that customer must buy or make a subscription to improve. We just point out the technologies that they just need to implement. For example, passwordless authentication is a technology. There's a lot of vendors out there that provide this kind of technology. Another one is security access controls for any kind of assets. So there's a lot of companies that provide access control. So there's a technology that people must implement prior to improve their cybersecurity levels. And this is a little bit about us, about the cybersecurity lab. You can get all the information on our website. And right now we do in English and in French and in Spanish and also in Portuguese. We have 3 assessments based for connected devices. And in Portuguese, we have 4 because of local regulation about telecommunications. We did one more assessment in partnership with the Inatel University, and there are more to come. And we welcome more participants that want to join us in the security design lab to build more assessment and even more deliverables to the community. And remember, this is free of charge, and this kind of assessment is not if you go for a company that provides this kind of services, I can tell you that it's not cheap. It's something that is a few thousand of euros that companies charge, and that's okay. But we provide this as a service to community that would like to understand their cybersecurity risks and their position at the time, and how to improve and to create more awareness regarding cybersecurity. Thank you. That was what I have to share with you today, and I'm open to questions.
Thank you, Alexandre. Thanks for this openness to join your communities with the Security Design Lab. It's always nice. So, Jean-Michel, if you want to join us for the questions and answer session, it would be nice. Jean-Michel, are you still with us? Or you left? No, you're still with us. So, I have maybe a first question for you, Alexandre. So in English, Yeah. Vous pouvez poser vos questions en français aussi, bien sûr. Hein. N'hésitez pas. What type of companies are concerned by your assessment solution for the industries or for your cybersecurity solutions for the connected devices? What kind of companies are they all aware or mature regarding this cybersecurity issue or not? There's a lot of companies that types of companies that are worried about this. Mostly we do have manufacturers that, for example, they manufacture connected devices like CCTV cameras. Companies in general that they would like to understand their current cybersecurity situation, and also telecom carriers, because they are very concerned about how they provide the services to their clients, and they would like to understand how safe they are on providing services to their customers. Those are the three at the top of the list. Ok, thank you. Jean-Michel, du coup, je vais vous poser la même question si vous le voulez bien, mais pour en ce qui concerne votre solution sur l'analyse des logiciels. Donc, quelles sont les entreprises concernées par l'analyse des logiciels et des binaires? Est-ce qu'elles sont également toutes conscientes et matures par rapport à cette problématique de cybersécurité ou pas? Alors, pratiquement toutes les entreprises qui utilisent des logiciels sont concernées. Et aujourd'hui, pratiquement toute l'industrie est concernée par cette problématique de sécurisation des logiciels. Alors, en termes de... alors, toutes ne sont pas concernées au même niveau. Il y a des industries dont c'est le cœur de métier que de livrer des logiciels. Alors, soit ils sont directement, ils ont des équipes de développement en interne, mais la plupart font appel aussi à des sous-traitants externes, d'où l'intérêt de travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur et d'intégrer les sous-traitants ou les fournisseurs dans cette problématique de sécurisation des logiciels. Alors, en termes de maturité, toutes les industries n'ont pas le même niveau de maturité. Et il y a une grosse question qui nous préoccupe aujourd'hui avec l'équipe de Moabi, c'est comment sensibiliser et comment aider les PME sur ce sujet. Si on fait un diagnostic de sécurité des logiciels utilisés dans une PME, je pense qu'on va rendre nerveux le patron de la PME plus qu'on va l'aider tout de suite. Parce que il faut des équipes pour faire de la remédiation, équipe qu'il n'a pas toujours, etc. Donc aujourd'hui, en termes de maturité, on travaille essentiellement avec des entreprises, de très grosses entreprises, qui ont le degré de maturité et le degré de, je dirais, de compétences en interne pour pouvoir intégrer ce type d'outils. Mais notre vrai challenge, c'est de pouvoir adresser aussi les PME. Et là, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, sur lequel on est en train de réfléchir. Et qu'est-ce que vous suggérez, du coup, Jean-Michel, peut-être pour sensibiliser, pour convaincre ces petites PME que cet audit est nécessaire? Je pense que ce qui rend nerveux les patrons de PME, c'est de savoir, qu'ils sont exposés au risque. Et ça, tous les jours, on voit des PME qui se font malheureusement attaquer. Le deuxième sujet, en fait, c'est un problème économique. C'est que mettre en place une équipe de cybersécurité dans une PME, pour lui, c'est un coût. Et le patron de PME va raisonner en fait en termes de ROI. Je fais un investissement, comment je vais le récupérer? Donc en fait, notre vraie problématique, c'est que comme on l'a adressé avec les grands groupes sur le fait d'automatiser, ça réduit singulièrement les coûts. Maintenant, il faut qu'on se pose la question comment accompagner
faire le diagnostic dans une entreprise, dans une PME, ça, on sait faire. Maintenant, la question qui nous est adressée, c'est comment on peut accompagner les patrons de PME dans le plan de remédiation. Et là, on n'a pas encore une bonne solution. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse là aussi à automatiser un certain nombre de choses. D'accord. Maybe another question to Secure. So you have you are an international company and you have many customers. Do you have French customers or partners? Yes, we do. We do have two companies that we're partnering with us. One is called Expert, as they are experts on IoT devices. So they not only create new devices, they do the integrations with the new technologies about connected devices, and we provide technology to them to improve their security level on access control and also encryption. And there's also another partner called Inspector, which also is a great company. They are also full SCS members, and they provide services to remote assessments in the companies, in the industry. They have a wonderful product that help to make the industrial assessments remotely. So they are also partnering with us to improve the access control of those remote assets that they do. Thanks a lot, Alexandre, to this feedback. And yeah, both of them are a member of the SCS ecosystem. Another question maybe, and we are a bit ahead of the timing, so just maybe a last one, maybe to Moabi. A suggestion from a participant, I cannot name it, but name him, sorry. But he mentions, I said it in French, and maybe I will try to switch it to English afterwards for Alexandre. Pour faciliter l'aide aux PME, pour Moabi notamment, et tous les offreurs de solutions et de méthodologies comme la vôtre, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager de passer par des équipes cyber à temps partagé, hein, par exemple un consulting externe avec une équipe ou une personne cyber expert à temps partagé, hein? Je pense que c'est une bonne idée. Je crois qu'aujourd'hui, il faut exclure aucune idée qui nous permette d'apporter le niveau de compétences dont a besoin un patron de PME et son équipe, et puis l'impératif nécessité qu'on a de réduire les coûts pour que ça devienne abordable au niveau des PME, quoi. Donc, partager des ressources, oui, bien sûr, c'est une très bonne idée. Ok. Merci beaucoup. Thanks a lot. Thanks, Alexandre. Do you have a question maybe to Moabi or to Jean-Michel, or it's okay for you? It's okay. I would just like to invite Jean-Michel to know the Cybersecurity Design Lab, and also we can partner and also include him in the assessments and provide the services that Moabi share with the community. Yeah. Okay. Thanks. Okay. We know that we have two different solutions, but we address two different problematics. The protection of the data is clearly an issue, and also to protect our software, it's also an issue. And okay, thank you for your proposal. I hope you will have a strong collaboration. Thanks a lot. Jean-Michel, peut-être que vous voulez dire deux mots sur je l'ai pas mis là dans les dates parce que je n'ai plus la date en tête, mais vous organisez aussi une masterclass, il me semble, dans les prochaines semaines pour les PME de SCS. Est-ce que vous voulez en dire deux mots? Oui, en fait, justement, on va revenir, je crois que c'est le 19 octobre, je crois. D'accord, ok. Ok. On va revenir sur cette problématique de SSDLC, donc, et sur le fait que, je dirais, le message principal, si je peux me permettre, c'est que la sécurité produit, c'est pas un empilement de différents produits, mais c'est vraiment une démarche de progrès continu. Et qui dit démarche de progrès continu dit le fait que l'on soit capable de mesurer ces progrès. Et donc, on va revenir très longuement sur comment intégrer
Moabi dans une démarche de SSDLC ou dans les process de développement de nouveaux produits. Ok. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel. Thanks a lot, Alexandre. Merci The à replay tous. will be available early next week. I don't know exactly, on Monday or Tuesday. Thanks to Audrey, by the way. Have a nice day, a nice weekend, and see you soon. Ok, merci beaucoup Fabienne et toute l'équipe. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.